Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Paris à la fin du mois de décembre 1625. Nous sommes dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Il y a cette nef au centre de laquelle se trouve un catafalque et toute une assemblée venue assister aux obsèques d'Antoine Legras. Antoine Legras était un proche de Marie de Médicis. Il était carrément secrétaire des commandements de la reine, s'il vous plaît, et pas très loin du catafalque, évidemment, sa femme, sa veuve, devrais-je dire, tout de noir vêtue, avec à ses côtés un garçon de 12 ans qui est leur fils. Cette femme s'appelle Louise de Marillac, c'est en tout cas son nom de naissance. Le décès de son mari est la suite, enfin pas de naissance d'ailleurs, son nom de jeunesse, vous allez voir la subtilité. Le décès de son mari est la suite de longues années de douleur sans que les médecins aient su déterminer ce qui détériorait sa santé, et maintenant, elle est seule, Louise, pour élever leur fils, Michel. La reine lui a témoigné son soutien, évidemment, comme devait le faire Marie de Médicis. Louise de Marillac sait néanmoins que jamais elle ne pourra renouer avec tous les espoirs qui étaient les siens au moment de son mariage 12 ans plus tôt. Il faut vous dire que sa vie n'a été qu'une succession de hauts et de bas. Elle était née vraiment dans une très grande famille, les Marillac. Vous avez un Marillac qui est garde des Sceaux, un autre maréchal de France. C'est un nom qu'on connaît bien dans l'histoire, notamment de la fin du XVIe et du XVIIe siècle. Mais Louise est née d'une relation adultérine. Bien sûr que son père est Louis de Marillac, mais à l'époque, il était veuf depuis plusieurs années et elle n'aura jamais su qui avait été sa mère biologique. Quoi qu'il en soit, son père va se remarier et il reconnaîtra l'enfant. Voilà comment elle devient Louise de Marillac. Elle a reçu une bonne éducation au couvent royal des Dominicaines de Poissy. Son père est mort quand elle n'avait que 13 ans. Et là, il a bien fallu quitter le couvent. Et on l'a placée chez une demoiselle pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait réaliser des tâches domestiques dans un certain nombre de grandes familles parisiennes. Elle était une sorte de demoiselle de compagnie, si vous voulez, pour soulager financièrement cette personne qui l'hébergeait. Son oncle, le garde des Sceaux, Marillac, n'a pas voulu pour autant que sa nièce reste dans cette condition qu'il considérait comme quasi ancillaire, et il a fini par la placer chez une belle-sœur à Valence. Il y a un portrait d'elle d'ailleurs qui date de cette époque. On voit que c'est une très très jolie jeune fille. On imagine une jeune fille attentionnée, serviable, inquiète de l'avenir aussi probablement, et la vérité c'est qu'on a prévu pour elle un beau mariage. Le nom de Marillac évidemment facilite les choses, je n'ai pas besoin de vous dire, et c'est donc avec ce fameux Antoine Legras, ce secrétaire des commandements de la reine Marie de Médicis, qu'est signé un contrat et qui est établi ce mariage en février 1613. Les deux époux vont mener grand train. Alors là, c'est l'époque de l'hôtel particulier au Marais, rue du Temple. Vous imaginez dans ce que ça peut être la rue du Temple au début du XVIIe siècle. On reçoit beaucoup, vie de plaisir mondain pour Louise de Marillac, dont le bonheur semble d'autant plus assuré que lui naît un fils. Tout a l'air de lui sourire. Seulement voilà donc qu'en 1625, son mari passe de vie à trépas. C'est un choc terrible, c'est l'accident dans sa vie, pour elle et pour son fils. D'ailleurs, ils sont ruinés, ils vont devoir déménager dans un simple appartement du quartier Saint-Victor, c'est-à-dire pas très loin du quartier latin. Et c'est à ce moment-là qu'une rencontre décisive va de nouveau modifier le destin de Louise. Franck Ferrand sur Radio Classique. La rencontre, c'est celle d'un prêtre que tout le monde appelle Monsieur Vincent. C'est Vincent de Paul, bien sûr. Monsieur Vincent, qui est originaire d'une modeste famille des Landes, qui a étudié la théologie à Toulouse, est entré dans la prêtrise en 1600. Il a connu une incroyable ascension puisqu'il a d'abord été chargé de s'occuper des œuvres caritatives de Marguerite de Valois, la reine Margot, vous savez, l'ancienne reine de France, au titre de son mariage avec Henri IV. Et puis, celui qui allait devenir Henri IV. Quelques années plus tard, Monsieur Vincent est entré dans la famille de Gondi, très grande famille, apparentée à la maison royale, bien sûr. Il est entré comme précepteur et Philippe-Emmanuel de Gondi, qui était général des galères de France, l'a emmené avec lui dans certaines de ses visites. Et notamment, Monsieur Vincent a visité les galères. Et il a compris l'extraordinaire misère des galériens qu'il est venu soulager. Il s'est rendu aussi auprès des plus pauvres. Il a côtoyé la misère des campagnes pour lancer des œuvres sociales. Vous voyez, tout ça
ça dans le sillage des Gondy. Et puis en 1625, donc au moment où Louise de Marillac devient veuve, eh bien Monsieur Vincent fonde sa congrégation de la mission. Ce sont des prêtres qui vont aller dans les campagnes pour se mettre au service justement de tous ceux qui n'ont rien. Il s'agit de soigner, d'aider, d'évangéliser aussi bien entendu. Et pour aider ces prêtres, des dames de plus en plus nombreuses, des laïcs, qui se présentent à Monsieur Vincent parce qu'elles veulent aider elles aussi les plus pauvres. Et Monsieur Vincent les accepte, sauf qu'il est débordé, vous imaginez. Parmi ces femmes serviables et dévouées, Louise de Marillac, bien sûr, cette jeune veuve dont on ignore comment elle a demandé à Monsieur Vincent de le rejoindre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite, elle a pris en charge les œuvres des jeunes femmes qui se présentaient chez elle et qui se destinaient à soigner les malades et à assurer le service aussi bien corporel que spirituel des pauvres. Je cite Marie-Joëlle Guillaume dans son ouvrage « Le grand siècle au féminin », magnifique ouvrage. Les caractères de Vincent et Louise diffèrent profondément. Soucieux de ne pas enjamber la providence, Vincent de Paul prend ses décisions lentement et fait de la prudence une vertu cardinale. Louise se montre vive, parfois trop prompte à réagir devant une faute ou une contrariété. Elle dompte ses passions, mais non sans mal. Elle n'est pas une Marillac pour rien. Vincent et Louise se heurtent parfois, mais il naît entre ces âmes une profonde estime et une confiance réciproque, car ce qui les unit domine tout, le lien indissoluble qu'ils établissent dans le service des pauvres, entre le soin du corps et le souci de l'âme, leur enracinement spirituel dans une profonde piété religieuse, le temps donné à la prière, la volonté d'inscrire dans la durée et donc dans les institutions les œuvres entreprises. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est d'ailleurs Louise qui, à des moments clés de l'aventure commune, pousse Vincent à des décisions audacieuses et déterminantes pour l'avenir. Vous avez compris que Louise de Marillac vient d'entrer dans ce qui va être sa deuxième vie. Vous écoutez Radio Classique. Et la voilà maintenant qui sillonne la France, notre Louise, pour aller rencontrer ces fameuses dames qui ont accepté de servir les pauvres et pour les aider, pour les soutenir, avec toute la confiance de Vincent de Paul, bien entendu. Elle se rend auprès des confréries, qu'elle réunit au complet, qu'elle interroge, qu'elle écoute, qu'elle motive. C'est une organisatrice, elle a de l'énergie à revendre et elle va comme ça, en Picardie, en Champagne, on la retrouve en Bourgogne aussi, toujours accompagnée d'une servante et de 2 amis. Elle sillonne cette France du début du XVIIe siècle. On est souvent à cheval, parce que c'est comme ça qu'on voyage en fait. Il ne faut pas imaginer ces dames dans des carrosses, bien sûr. Ça arrive qu'on prenne des coches d'eau, bien entendu. On dort dans des auberges plus ou moins confortables et on transporte tout ce qu'il faut, les linges, les médicaments pour donner aux fameuses confréries qui ensuite en feront le meilleur usage. Toutes ces personnes sont lancées dans leur mission, pour reprendre le terme voulu et consacré par Vincent de Paul lui-même. Louise, en général, reste à peu près 3 semaines dans la confrérie qu'elle vient visiter. Elle en profite pour voir les malades, bien sûr, pour participer à l'instruction, au catéchisme. Un jour, elle visite une personne qui est porteuse de la peste. Alors on lui dit non, surtout n'y allez pas, mais elle va à l'encontre des conseils et Vincent de Paul apprend ce qu'elle a fait. Il lui écrit « Mademoiselle, ne craignez point, notre Seigneur veut se servir de vous pour quelque chose qui regarde sa gloire et j'estime qu'il vous conservera pour cela. » Autant dire qu'elle a le blanc-seing, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut peut-être vous préciser là, à ce stade, c'est que ce XVIIe siècle connaît un grand renouveau religieux, bien sûr. On n'en parle pas tellement, cet élan spirituel du premier XVIIe. On sort à l'époque des guerres de religion qui ont ensanglanté le siècle précédent et déchiré les provinces, les familles. L'Église catholique est en train de se réformer pour essayer de répondre à l'autre réforme, évidemment. Et dans tous ces milieux du renouveau, on estime que l'évangélisation, que la prédication peuvent aller loin si le clergé reste dans les sacristies. Il faut que d'autres s'en occupent, n'est-ce pas? Le peuple est dans la misère et donc il faut aller au-devant des gens. Et c'est dans cet élan-là que s'inscrivent des œuvres comme celle de Louise de Marillac et de Vincent de Paul, bien entendu. Alors, Louise va fonder avec Monsieur Vincent une nouvelle congrégation, cette fois de femmes, la première
congrégation de femmes non cloîtrées, ça mérite d'être souligné sur un plan historique, et ça s'appelle les Filles de la Charité. Et la supérieure de cette congrégation, ce sera Louise, bien entendu, qui devient donc religieuse et qui rencontre toutes les postulantes, parfois avec Vincent de Paul. Elle va créer beaucoup de maisons dans la France entière, et au fil des années, toutes les provinces vont se couvrir de congrégations de Filles de la Charité. Alors elles sont là, qui aident les plus pauvres, dans les soins quand c'est nécessaire, avec des hôpitaux, des orphelinats, etc. Et puis bien sûr, elles soignent l'âme également avec des écoles. On en trouve à Nantes, à Fontainebleau, Montreuil, Chartres, Chantilly, Montmirail, etc. Je ne vais pas tout vous les dire. Liancourt, Brienne, Étampes, et à Bernay, à Sainte-Marie-du-Mont, et Cahors, Saint-Fargeau, Ussel, Calais. C'est incroyable. C'est une opération qui se répand constamment à Metz, à Narbonne, partout, jusqu'en Pologne. Louise repère les sœurs dont le charisme lui paraît compatible avec la fondation d'un nouvel établissement, et quand c'est le cas, eh bien, elle organise sa petite équipe et elle envoie la mission. Je cite Marie-Joëlle Guillaume. Louise de Marillac tient l'ensemble d'une main ferme, écrivant par tous les temps à ses chères sœurs quand elles sont au loin, apaisant avec doigté les inévitables disputes entre elles, veillant sans concession à leur tenue morale, prenant soin d'adapter son style et son ton à chacune, parfois très direct, voire un peu dur, avec les forts tempéraments, plein de délicatesse et d'encouragement avec les plus timides. Elle est attentive à la croissance de la vie spirituelle de chacune, aux maladies que contractent ses filles au service des pauvres hospitalisés, à leurs relations avec la population locale et d'abord avec les administrateurs des hôpitaux qui réclament leur venue mais les critiquent parfois vertement, à l'épreuve que représente pour certaines l'éloignement de leur famille et l'absence de nouvelles, leurs parents ne sachant souvent ni lire ni écrire. Alors, à Angers, à Nantes, à Richelieu, à Ussel, à Sedan, à Châteaudun, à Hennebon, etc., Louise envoie de petites chroniques familiales pour soutenir le moral des filles, écrit aux diverses autorités pour régler les conflits, entreprend des visites d'inspection par elle-même ou par sœurs interposées, en appelle à Monsieur Vincent pour les encouragements et pour les arbitrages et aux prêtres de la mission quand ils passent dans le secteur. Vous imaginez à quel point Louise de Marillac se donne à tout ça. Alors, il ne faut pas oublier que dans ces années 1620-1630, il y a quelqu'un qui est en train de s'imposer face à Marie de Médicis, et c'est le cardinal de Richelieu. Ça va changer le climat, ça va changer, si je puis dire, le paysage politique autour de Louise. Ses oncles et bon nombre d'autres personnes de son entourage étaient proches de la reine-mère, ils étaient contre Richelieu, certains sont envoyés en prison, d'autres exilés, vous savez, notamment après la célèbre journée des dupes. Bref, Louise, elle, se tient hors de la politique. Mais en 1650, au moment de la guerre franco-espagnole, bien sûr, les Filles de la Charité sont infirmières dans les hôpitaux de Picardie, de Champagne, et elles le sont à la demande de la reine-mère Anne d'Autriche. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elles sont partout, j'allais dire au four et au moulin, ces Filles de la Charité. On les retrouve dans les asiles, partout, auprès des prisonniers, des galériens. Dans ses lettres, Vincent de Paul cite sans cesse les paroles du Christ. « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et cette charité extraordinaire, elle peut d'autant mieux s'exercer qu'à l'époque, la puissance de la société est telle qu'on peut aider infiniment les plus démunis et les plus et les moins méritants sans du tout risquer d'attaquer les assises de cette société. Vincent de Paul va également axer les œuvres caritatives vers l'enfance. Tous les ans, ce sont 400 enfants qui sont abandonnés sur les trottoirs de Paris. Eh bien, Louise et Vincent leur ouvrent leurs portes. Ce sera l'œuvre des enfants trouvés, près de la maison mère des Filles de la Charité, qui est dans le quartier de Saint-Lazare, l'actuel quartier de Saint-Lazare, qui à l'époque est à la campagne, disons les choses. On voit Paul et Louise Vincent plutôt et Louise, acheter 13 petites maisons attenantes, dans lesquelles les Filles de la Charité vont pouvoir s'occuper de l'éducation des jeunes enfants qui ont été abandonnés, qu'on réunit, qu'on installe là. En 1643, quand vient à mourir le roi Louis XIII, il fait un don de 4000 livres à la congrégation de Louise, et elle va consacrer une grande partie de ce don à la mise en place de cette œuvre des enfants trouvés. Décidément, vous voyez, après les Filles de la Charité, les enfants trouvés. Marie-Joëlle Guillaume écrit
le règlement de vie élaboré par Vincent et Louise manifeste un souci d'hygiène et de protection de la santé très novateur pour l'époque. Quant à l'instruction, apprentissage de la lecture, du catéchisme, formation morale, travaux manuels, Vincent et Louise la fondent sur une pédagogie à la fois ferme et bienveillante qui, jusqu'à l'âge de 12 ans pour les garçons, celui de leur entrée en apprentissage, et de 15 ans pour les filles, l'âge où elles seront placées, permettent aux enfants trouvés de prendre un départ solide dans la vie. L'œuvre a longuement survécu au fondateur. Elle a posé les bases de l'assistance publique moderne. Ce qui est en train de naître dans tout le cours et dans tout le milieu du XVIIe siècle, ce sont les assises, les bases même de ce qui va fonder la société française par la suite. Et vous voyez que l'assistance publique, eh bien, d'une certaine manière, elle doit beaucoup à Vincent de Paul et à Louise de Marillac. Et la congrégation des filles de la Charité est de plus en plus importante. La quantité de dons qui leur sont destinés de la part de tous les gens un peu fortunés, ou voire très fortunés, cette quantité se multiplie sans cesse. Et bientôt, c'est une propriété royale du sud de Paris, le château de Bicêtre, qui va être mise à disposition des filles de la Charité. C'est la régente en personne, c'est Anne d'Autriche qui a eu cette idée et qui veut, elle aussi, contribuer à l'essor général de ses œuvres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, Louise continue de superviser l'éducation de son fils pendant ce temps. Elle est certes religieuse, supérieure de congrégation, mais elle s'occupe toujours de sa famille. Elle qui était tellement inquiète en l'avenir n'a pas cessé d'être une mère présente pour Michel qui deviendra bailli de Saint-Lazare. Il se marie en 1650 et bien sûr que sa première fille portera le nom de Louise. Est-ce que j'ai besoin de le préciser ? La grand-mère continue à circuler à travers la France et même au-delà des frontières de la France. Vincent de Paul, lui, de son côté, est devenu un personnage extrêmement important. Il a assisté le roi Louis XIII sur son lit de mort et par la suite, Anne d'Autriche va le faire nommer au Conseil de conscience. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que Monsieur Vincent, nous parlons du futur Saint Vincent de Paul, Monsieur Vincent participe directement aux côtés de Mazarin aux affaires de l'État et notamment à la nomination des évêques. Louise de Marillac mourra la même année que celui qui aura été le compagnon de toutes ses grandes œuvres. Elle va mourir en 1660 et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ce qu'elle a créé lui a survécu très, très longtemps. Par exemple, aujourd'hui, sachez que les filles de la Charité, à l'heure où je vous parle, comptent encore 13 000 sœurs qui sont réparties dans 96 pays. Autant dire que les prières sont chaque jour nombreuses à l'adresse des mânes de Louise de Marillac. Pas sûr que, au moment où elle créait tout cela, au moment où elle donnait toute son énergie, qui certes était débordante, et toute sa vie pour faire du bien autour d'elle, Louise ait seulement songé à en tirer la moindre gloire. Vous écoutez Radio Classique.